Ah, mais t'en es déjà là? Quand tu dois choisir de pousser ou de récupérer le mec, non? Ouais, je sais pas trop quoi faire. Il m'a rien fait ce type. Certes. Mais pour faire avancer l'histoire, tu dois le pousser. T'es sûr? Ah, crois-moi, je suis incollable sur ce jeu. Ah merde, tu l'as vraiment poussé? Quoi, fallait pas? Je sais rien, j'ai jamais joué. Foiré, je me suis fait avoir comme un gros naïf. Ah, t'inquiète, c'est peut-être pas si simple que ça. Et vous en pensez quoi? C'est lui le problème? Ou c'est la situation qui l'a poussé à obéir? Sommes-nous réellement maîtres de nos comportements? En 1961, Stanley Milgram analyse les justifications données par les dirigeants SS accusés alors de génocide lors du procès de Nuremberg. Un mot revient particulièrement. Obéissance. Milgram se posera alors une question qui vient défier les normes et représentations de l'époque. Est-il possible que Eichmann et ses millions de complices ne faisaient en fait que suivre les ordres? Peut-on vraiment les appeler complices? Vous le saurez ce soir dans le nouvel épisode des... La vidéo vient à peine de commencer, tu peux pas rester sérieux plus de 30 secondes. Milgram était-il le chercheur le plus léger du monde? Bon, on vous avait dit qu'on reviendrait sur ce joyeux luron, et vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui portera sur l'expérience de Milgram. Mais pas que! Oui, pas que, on va donc brièvement vous présenter l'expérience. Très brièvement. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, Mais alors beaucoup! mais alors beaucoup de vidéos sur le sujet. Sans déconner, cette expérience a même fait l'objet d'une émission de télé et d'un film, donc à moins que vous viviez dans une grotte perdue au fin fond de l'Alaska et que vous veniez d'avoir accès à l'internet, impossible que vous l'ayez raté. Pour vous rafraîchir la mémoire, parlons un peu de cette expérience. Ben non, pardon, réflexe. Donc l'objectif de Milgram est de savoir dans quelle mesure le commun des mortels peut blesser un individu qu'il ne connaît pas, simplement parce qu'une figure d'autorité lui en a donné l'ordre. Tranquille. Qu'on soit bien d'accord, ici on ne parle pas de fous dangereux, mais bien de personnes lambda qu'on amène à torturer d'autres gens. Ouais, en termes d'éthique, on a vu mieux quand Et même. oh, faut ce qu'il faut, hein. La beauté de la science avant tout. Pour cette expérience, Milgram parvient à réunir 600 sujets. La procédure de l'expérience est simple. Milgram fait croire au sujet naïf qu'il réalise une expérience sur la mémoire et qu'il veut voir les effets de la punition sur le processus d'apprentissage. Avant que l'expérience commence, le sujet est dans une salle d'attente avec un autre individu qu'il pense être, tout comme lui, un cobaye venu passer l'expérience. Le chercheur va rentrer dans la pièce et demander aux deux sujets de tirer au sort leur rôle pour l'expérience. Le tirage au sort se fait entre deux rôles, celui du professeur qui tente de faire retenir des listes de mots à l'élève en le punissant si celui-ci échoue lors de la phase de rappel. Et le rôle de l'élève qui doit apprendre une liste de mots et la réciter sans erreur sous peine d'être puni. Me regardez pas comme ça. Vous doutez bien que les mecs ont truqué le tirage au sort pour que le sujet naïf tombe sur le rôle du professeur. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Une fois le tirage au sort réalisé, l'expérimentateur et le sujet naïf vont dans une salle à côté, alors que l'acteur complice va dans une autre pièce. Lors de l'expérience, le sujet naïf ne peut pas voir le complice. La seule information qu'il a sur lui, c'est une voix sortant d'un haut-parleur. Neil, you're gonna get a shock. 180 volts. Can't stand it up. La consigne donnée au sujet naïf est la suivante. Vous devez vérifier que le sujet retienne bien les associations de mots. Si l'élève se trompe, vous devrez lui envoyer des chocs électriques croissants de 15 volts en 15 volts à chaque erreur. Les chocs électriques disponibles vont de 15 volts à 450 volts. Qu'on soit bien d'accord, l'acteur va pas vraiment se prendre des décharges. Hein. L'important, c'est que le sujet naïf le croit. Quand je pense quoi? C'est du flan tout ça? Attendez, je crois qu'on a un petit souci technique. De quoi? Je vous parle pas à vous. Et à qui vous parlez alors? Ah, mais fermez-la! Donc, l'acteur fera bien évidemment exprès de se tromper, afin que le sujet naïf lui envoie un maximum de décharge. À chaque choc électrique, le sujet naïf entendra les réactions de l'acteur. Ces réactions évoluent en fonction du voltage envoyé par le sujet naïf et vont crescendo avec l'intensité des chocs. Au cours de l'expérience, si le sujet naïf exprimait plus de 4 fois le désir d'arrêter, les chercheurs lui révélaient la vérité et l'expérience prenait fin. Avant de vous parler des résultats, sachez que Milgram avait au préalable demandé à un panel de psychiatres leurs estimations quant aux résultats de l'expérience. Dites-moi, les sujets de mon expérience, vous pensez qu'ils pousseront le voltage jusqu'à combien? Oh là, mon ami, vous et vos expériences. Les gens ne sont pas des monstres. Rares sont ceux qui atteindront 150 volts. Et seul 1 sur 1000 ira jusqu'à 450. Et encore.
sera sûrement les fous, ceux qui sont là dans l'unique but d'assouvir leurs pulsions malsaines. 65% des participants iront jusqu'à donner la décharge maximale. La totalité des participants ira au moins jusqu'à 135 volts. Et si on fait la moyenne des décharges envoyées par l'ensemble des participants, on atteint 350 volts. Qu'est-ce que viennent nous dire ces résultats ? De manière générale, que les individus ont de fortes chances de suivre les ordres donnés par une figure d'autorité. La soumission à l'autorité, elle est ancrée en nous depuis notre plus jeune âge. On est habitué à suivre les ordres de nos parents, de nos professeurs, de nos boss ou même d'un vieux rabougri. En 1974, Milgram explique ces résultats par l'hypothèse suivante. Lorsque les individus sont dans une situation sociale, leur comportement peut prendre deux états différents. L'état autonome, où le sujet a une influence et une responsabilité directe sur ses actes, et l'état agentique, où le sujet accepte qu'un autre individu prenne la responsabilité de ses propres actes. Il devient ici l'agent de la volonté d'autres personnes qui décident à sa place. Non ! Selon ce cher Stanley, il y a deux conditions essentielles pour qu'un individu entre dans un état agentique. D'une part, la figure d'autorité doit être crédible et légitime pour pouvoir ordonner la réalisation d'un comportement. D'autre part, le sujet soumis doit avoir l'impression de refiler la responsabilité de ses actes à la figure d'autorité. Ah, les voilà. Cette expérience et celle de H sont hyper importantes en psychologie sociale. Elles viennent démontrer que le comportement d'un individu n'est pas uniquement dû à des variables internes. Eh mais n'importe quoi, hein, c'est pas les premières expériences à remontrer ça. On le sait. Par contre, ce sont les expériences les plus connues en psychologie sociale et elles ont permis de populariser ce genre de connaissances. Dans une société comme la nôtre, il est complètement contre-intuitif et inconcevable de penser à de tels résultats. Regardez dans quel état ça a mis nos psychiatres. Plus sérieusement, c'est pas pour rien que les psychiatres ont tous émis l'hypothèse que presque aucun sujet n'irait jusqu'à 150 volts et que seul 1 sur 1000 irait jusqu'à 450 volts. Dans les sociétés occidentales comme la nôtre, nous avons tendance à sous-estimer les variables externes et à surestimer les variables internes sur nos comportements. C'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Non ? Ça vous dit rien ? Pourtant, vous en avez sûrement fait une lorsque vous nous avez regardé décrire l'expérience de Milgram. Non mais ils disent n'importe quoi ces types. C'est impossible que les gens se fassent avoir par ce genre d'expé. Là, si les cobayes ont vrillé, c'est pas à cause des conditions de l'expérience. Hein. Ils devaient avoir un gros problème de personnalité. Soit c'était des psychopathes en puissance, soit c'était des gros soumis. L'erreur fondamentale d'attribution, aussi appelée norme d'internalité, est une théorie mise en avant par le chercheur Lee Ross il y a une quarantaine d'années. Elle énonce que pour expliquer un comportement, nous allons privilégier les facteurs internes propres à un individu et négliger les facteurs externes propres à une situation. Tiens justement, il n'y a pas une expé qui parle du cas de notre viewer ? Si, l'expérience de Bierbauer, en 1973. Non, Bierbauer. Il a récupéré les échanges verbaux entre les expérimentateurs et les sujets naïfs ayant participé à l'expérience de Milgram. Il les a fait lire à des participants et leur a demandé pourquoi, selon eux, les sujets naïfs avaient accepté d'obéir et d'envoyer les chocs électriques sans broncher. Peu importe le temps de réflexion laissé aux participants, ils en concluaient tous la même chose. L'obéissance des sujets naïfs était due à des dispositions personnelles et non à la pression ou aux contraintes situationnelles auxquelles ils avaient été exposés. Ce n'est pas pour rien que les expériences de Milgram et de H sont aussi connues. Ce ne sont pas de simples expériences qui montrent que le comportement ciblé peut être manipulé par de simples variations de situation. Elles sont connues parce qu'elles démontrent le contrôle d'un comportement par des facteurs externes, que le lecteur a précédemment supposé comme n'ayant que peu d'influence. D'ailleurs, il y a un nom donné à ce type d'expérience, les non-obvious research. La popularité d'une recherche dépendra de l'impact qu'elle aura sur l'estimation et les pronostics des lecteurs. En gros, plus les résultats vont à l'encontre de l'intuition des lecteurs, plus cette recherche va faire du bruit et devenir célèbre. Mais ça, on vous en parlera dans la prochaine vidéo. Alors du coup, comment on répond à notre question de départ ? De toute évidence, nos comportements peuvent être affectés par des variables externes, même si clairement, on n'a pas l'air d'apprécier la réponse, et c'est compréhensible. Penser que nos comportements échappent à notre contrôle est une idée hyper angoissante. Et nous ? Pauvres humains que nous sommes, nous tentons de nous rassurer comme nous le pouvons. Nous continuons à penser que nous avons le contrôle. Bien qu'on nous mette la preuve du contraire sous le nez. Bah, tu récupères pas le flingue ? Bien essayé, mec. Comment ça, bien essayé ? Faut que tu leur tires dessus, là. T'aimerais bien, hein ? Pas que j'aimerais bien, mais ils essaient de te tuer, quand même. Je me laisserai pas avoir deux fois, mec. Puis, peut-être qu'ils ont une bonne raison de me tuer. Ouais, parce que c'est des zombies ? Oh, la distribution interne de ouf. Putain, mais tu me déçois, mec. Ok, ça devient débile, je me tire. Ouais, c'est ça.
Va trouver un autre pigeon à manipuler. Moi, je fais plus de mal à personne. Pas même à mes petits zombies. Ah. Bon, allez, encore une autre. Voilà pour ce deuxième épisode, on espère qu'il vous a plu. Pour réaliser cette nouvelle vidéo, on a vraiment pris en compte tous vos retours. Exactement, donc continuez à nous envoyer des commentaires sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ça nous aide énormément. Énormément! Une vidéo toutes les 6 semaines, c'est le rythme qu'on va essayer de tenir à partir d'aujourd'hui. D'aujourd'hui! Partagez un max cette vidéo, parlez-en à vos amis, collègues, grand-mères, et surtout, à la revoyure pour une prochaine vidéo. Juste, pourquoi c'est toujours toi qui as la télécommande? D'autres questions ? Non.